Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 17h04, une bonne heure pour démarrer les vraies voix de Sud Radio. Ça va, Philippe David? Ça va très bien, Cécile, et vous? Oui, pour ce deuxième jour, voilà, ça s'est bien passé hier. Hein, hier, une nouvelle bien, formule plutôt assez positive. On a des bons retours. On a de très bons retours. Oui, les animateurs ont été bons. Oui, à part Philippe David, mais bon. Voilà. Elle voulait dire Bilger, mais elle n'a pas osé. Non, je vais attendre une petite semaine. Je sais jamais. En tout cas, on est ravis de vous retrouver avec Philippe. Encore une bonne émission aujourd'hui à venir. Absolument. Avec des bons gros sujets. Vous savez que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. On vous attend. Aude vous attend derrière ce numéro magique qui vous permettra bien entendu de passer à l'antenne quand vous le voulez, puisque c'est votre émission Parlons Vrai jusqu'à 19h. Et au sommaire de cette émission, après l'annonce de Gabriel Attal dimanche dernier, l'introduction du port de l'abaya, l'interdiction du port de l'abaya et des camis à l'école divise les partis politiques, et en l'occurrence la NUPES. Le PS et le PC y sont favorables au nom de la laïcité, alors que le groupe LFI et Europe Écologie Les Verts dénonce une décision islamophobe et stigmatisante, Philippe. Oui, et on peut dire que c'est règlement de compte à OK NUPES, puisque LFI fera un recours devant le Conseil d'État, et dans ce studio hier avec Jean-Jacques Bourdin, Fabien Roussel disait qu'il soutenait Gabriel Attal. Dans le même temps, certains PS, les PS Canal historiques comme Mickaël Delafosse ou Carole Delga sont contre, tandis que ceux qui ont choisi la NUPES sont piscine. Alors, est-ce que pour vous, l'abaya peut faire imploser la NUPES? Est-ce que l'abaya peut faire imploser la gauche? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et donc à cette question, est-ce qu'elle peut faire imploser la gauche? Vous dites oui, pour l'instant à 63%, on a envie de vous entendre sur ce sujet. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Sommes-nous les champions du monde du pessimisme? D'après un sondage IFOP fiducial réalisé en août, 74% des Français se disent pessimistes face à l'avenir. La France reste l'un des pays les plus prospères au monde et les plus pessimistes aussi. Et on va en parler avec nos invités, Philippe. Oui, Cécile, comment expliquer que la France, pays qui est quand même très riche par habitant, ait une population qui soit plus négative, plus pessimiste que les habitants du Niger, de l'Irak ou du Bangladesh, dont 2 pays sont en guerre parmi les 3. Alors, est-ce que vous pensez que les Français sont des enfants gâtés, ou est-ce que vous comprenez qu'ils soient pessimistes? Vous êtes optimiste, vous êtes pessimiste, vous êtes ni l'un ni l'autre. On vous attend encore au 0826 300 300. Et ce pessimisme, vous le trouvez exagéré, justifié, compréhensible ou incohérent? Pour l'instant, vous dites plutôt justifié à 81%. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix de Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. Et les vraies voix sont avec nous, puisque Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe Bilger. Bonsoir, quel plaisir de vous revoir après une première très réussie. Merci C'est Philippe. grâce à vous, hein. Franchement, mes amis vont le constater ce soir. Eh ben, tant mieux. Oui. Appelez-nous d'ailleurs pour nous le dire. Oui, 0826 300 300. Est-ce que vous avez aimé la nouvelle formule? En tout cas, merci Philippe Bilger. Tom Conan est avec nous, auteur et essayiste et auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Pollution, alors justement Pollution. On verra si c'est un lien avec le pessimisme des Français. Ça va, c'était bien retraité? Oui, il n'était pas trop pollué, mais les gens sont pollués, effectivement, ils ont l'esprit pollué, je pense. Ils sont pas assez positifs et du coup ils sont pas dans l'avant. Nous on l'est, mais c'est pas évident de se convaincre quand on est un peu déprimé à la base. Je pense que les Français sont déprimés, effectivement. Il faudrait une sorte de grande psychologie de groupe, vous voyez? Eh ben dis donc, ça commence bien. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir Nicolas. Bonjour. Nicolas, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Ravi de vous retrouver. Je vois que vous avez pris des belles couleurs. Le doré pour vous, le rouge pour Philippe peut-être, mais c'est de belles couleurs. J'ai le bronzage d'origine Jacob Delafont. Alors c'est ça. Je deviens rouge. Plus blanc que blanc. Très bien. Je sais pas si c'est le bronzage ou l'émotion, peut-être les deux. Je sais pas. Ah oui, à vous voir, oui. Eh ben, en tout cas, 0826 300, puisqu'on ne peut pas faire l'émission sans vous qui nous écoutez. Corentin est avec nous. Bonjour Corentin. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Philippe et bonjour à vos invités. Bonjour. Et vous nous appelez des Pyrénées-Atlantiques de Mourinx. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Et ça va? Tout va bien? Oui, ça va, oui, tout à fait. Oui, on a eu un temps agréable aujourd'hui. Un peu nuageux, mais agréable. Très bien, très bien, très bien. Il y a un truc qui vous agace, je crois. Hein, c'est pour ça que vous nous appelez aussi. Ah oui. Le prix de l'essence? C'est ça, le prix des carburants. Je trouve que là, l'augmentation, la rentrée arrive et le prix a bien augmenté d'environ 20 centimes en quelques semaines. Ouais. C'est, par rapport à début août, c'est vraiment une augmentation importante, quoi. 20 centimes, je trouve que c'est beaucoup, quoi. Et vous êtes un... Pardon. Oui, allez-y, Non, mais allez-y, elle était plus intéressante que moi. Non, mais allez-y. Allez-y. Vous êtes un grand rouleur ou pas?
Je ne sais pas si on peut me qualifier de grand rouleur, je fais à peu près 30 000 km par an. Donc, c'est bien, vous êtes au double de la moyenne nationale. Oui, certainement. Après, c'est le côté rural. Quand on est en campagne, on a forcément besoin d'une voiture et on roule vraiment beaucoup. Dès qu'il faut aller en ville, on a tout de suite entre 20 et 30 km à faire, donc c'est assez rapide, quoi, même pour aller au travail, quoi. Oui, il y a visiblement aussi une proposition, en tout cas, l'essence pourrait encore augmenter. Oui. Et vous savez, ça coûté très cher vos vacances, a priori? Grâce à mon véhicule qui consomme pas tellement, je suis quand même allé dans le nord de la France, donc j'ai fait une belle diagonale. À l'aller, oui, elle a assez consommé parce qu'on était chargé, mais au retour, non, il m'a suffi d'un plein pour descendre, mais bon, quand même, un plein pour mon véhicule, c'est 110 €, quoi. Donc, oui, donc 220 les retours. Bon. Oui, ouais, voilà, tout à fait. Ouais, c'est ça. Nos vedettes du jour, là. Moi, j'ai une solution. Je me fais des grandes marches à pied. Oui. Pendant plusieurs heures. Pyrénées-Atlantiques au nord de la France, voilà, ça fait exactement. Il faut bien avec trouver les bagages. Il faut bien trouver des solutions. Le système D, non, mais effectivement, c'est une catastrophe. Mais moi, je privilégie le vélo. Mais je sais parce que je peux me le permettre. Évidemment, il y a plein de gens qui vivent en campagne qui sont pas dans cette possibilité. Mais vous partez où à vélo en vacances? Du coup, effectivement, je vais moins loin. Non, mais honnêtement, c'est vrai que depuis cette année, je pars moins loin aussi de ce fait. Pas forcément parce que moi je conduis, mais parce que d'autres gens veulent pas dépenser des fortunes et n'ont pas les moyens. Donc on trouve d'autres solutions. Nos auditeurs sont très préoccupés par la montée des prix. Oui, c'est sûr. Nous avions les cigarettières, aujourd'hui l'essence, comme je les comprends. Oui, ça commence à faire beaucoup, Michael. Oui, allez-y, on vous écoute, Corentin. La chose, en fait, le prix de l'essence en lui-même, il n'est pas si élevé que ça, c'est plus les taxes qu'il y a dessus. C'est ça le vrai problème. Quand on voit qu'on paye une taxe sur une taxe, bon, qu'on paye la TVA sur le produit en lui-même, ça ne pose pas de problème, mais qu'on paye une taxe sur la TICPE, c'est aberrant. Une TVA sur la TICPE, parce que c'est la TVA qui se greffe sur la TICPE. Oui. La taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques. Michael Sadoun. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une TVA sur la TICPE, mais il y a aussi une TVA de base qui fait, je crois, 30 ou 40% du prix quand on paye à la pompe. Toutes les taxes, c'est 60%. Mais ce qui est dur à gérer, en fait, c'est surtout l'instabilité, parce que même là, en venant, je regarde faire son budget à l'avance, c'est compliqué. Sur la presse, les taxes foncières vont augmenter pour les propriétaires. En fait, donc et on ne sait pas apparemment les montants, ça va varier évidemment selon les villes et départements. Donc en fait, c'est toujours ces grandes disparités qui font que les gens effectivement ont peur de se retrouver avec une grande facture à un moment donné qui peut arriver très probablement. Et donc voilà, effectivement, ils ont du coup du mal à se projeter, ils sont un peu déprimés. D'ailleurs, appelez-nous 0826 300 300 si vous voulez râler sur le prix de l'essence, et on comprend. On devrait nous la donner, je trouve. On devrait arriver dans les stations et verser combien. C'est cadeau, c'est bon. Contre un sourire. Oui, contre un sourire. On a le plaisir d'essence. Voilà. On a le plaisir d'essence. Elle était préparée celle-là. Non. Je te jure. Oui, Corentin. Donc, pas forcément la donner, mais plus l'inclure dans les produits de nécessité, parce que on en a vraiment besoin tous les jours, quoi. C'est vrai. Et que même si on est riche ou suivant nos revenus, ça n'a pas d'importance. C'est un produit de nécessité, on en a besoin pour se déplacer. L'électrique arrive fort, mais bon, pour le moment, on peut pas s'en passer, quoi. Ouais, vous avez raison. À mon avis, les taxes que l'État ne touchera plus sur le carburant, il va vite fait le mettre sur l'électricité. Ouais. Vous allez voir. Ils sont malins, les gouvernements, ils sont malins. Allez, 0826 300 300 vous attend au standard jusqu'à 19h avec Philippe Bilger ce soir, avec Tom Conan qui est auteur et essayiste, et avec notre ami, notre grand ami Michael Sadoun qu'on aime beaucoup aussi, qui est consultant, et vous bien sûr. 0826 300 300 vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix de Sud Radio, c'est jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Cécile de Ménibus qui me donne la parole comme ça, subrepticement, sur le grill. Parce que vous la prenez pas, donc je vous l'offre. Mais vas-y, bien l'utiliser. Vous me l'offrez? Ah bah je vous l'offre. Tant que je paye pas, ça va. C'est cadeau. En tout cas, on est ravis de vous retrouver jusqu'à 19h avec nos invités et nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger, bien entendu, qui est un peu le patron, le taulier, on le dit depuis un an. Mais si, c'est un peu le taulier. C'est le surnom de Johnny. Ah oui, c'est formidable, Johnny. Bah oui, c'est formidable. Mais ne me faites pas chanter, ma chère Cécile. Ça dépend de quelle manière, Philippe. Je vais réfléchir. Tom Conan est avec nous, essayiste et auteur de Pollution chez Albin Michel, et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Ça va, les amis? Ça va bien. En pleine forme. Dans un instant, les 3 mots de l'actu avec vous, Félix Mathieu. On parle de quoi? Soldat, 3 mots. Soldat, préférendum, et chien. Préférendum avec un P. Oui, c'est un néologisme. C'est pas toujours très clair. Allez, tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger.
Et monsieur le procureur veut faire son réquisitoire sur ceux qui ne pensent qu'à ça. N'imaginez rien de licencieux. Mais il faut au moins faire semblant en politique et dans la vie de s'intéresser à autre chose qu'à soi. Oui, le grand intérêt du point de vue du procureur, c'est qu'on a le droit de dire à peu près n'importe quoi par rapport au thème que vont développer les vraies voix. Mais je suis frappé par le fait que certains politiques ne pensent qu'au pouvoir, ce qui me paraît normal. L'avoir, le garder, éventuellement y revenir. Mais c'est comme dans la vie. Parfois, lorsqu'on est dans une stratégie de séduction à l'égard d'un homme ou d'une femme, on ne pense qu'à ça, mais il faut faire semblant de penser un petit peu à autre chose pour être plausible. Donc, quand on ne pense qu'à ça, au pouvoir ou à autre chose, eh bien, il faut toujours donner l'impression qu'on a autre chose dans la tête. Imaginons que je sois obsédé par Philippe David, ce qui est peu probable. Il faudrait que je donne l'impression d'avoir de l'appétence pour Cécile en même temps. Là, ça devient compliqué. Réaction, Mickaël Sadoun. Bah oui, alors je ne sais pas à qui pense Philippe Bilger en particulier. Je pense que ça représente une part de la classe politique. Moi, je pense que les intérêts individuels ne sont pas totalement incompatibles avec l'intérêt collectif. Justement, pour qu'un politique soit élu et réélu, en général, il faut qu'il fasse plaisir plutôt aux gens qui l'élisent. Après, évidemment, ça pose la question de l'action de long terme. Je sais que c'est pas un être qui vous est cher au cœur, mais Nicolas Sarkozy, qui n'a pas été réélu, ne l'a pas été notamment pour des raisons de réforme des retraites qu'il a fait passer à un mauvais moment. Moi, je trouve que c'était un acte plutôt responsable de le faire à ce moment-là. Et au contraire, on peut se méfier du politique flatteur qui va caresser le peuple dans le sens du poil tel Coriolan, c'est en allant au contraire de son intérêt sur le long terme. Mais je suis tout à fait d'accord avec Sorik. Moi, je pense beaucoup plus que c'est très philosophique cette conversation. Ça vaut le haut. Ah mais d'un coup là. Et moi je pense justement en comme on va continuer dans cette ligne. Moi comme Hegel, je pense plutôt que c'est l'histoire qui fait les hommes et non pas l'homme qui fait l'histoire. Et notamment un grand homme le devient lorsqu'il rencontre un dessein historique, une sorte de grande destinée. Effectivement, il est au bon endroit au bon moment, on pourrait dire. Ce sont les événements qui font les grands hommes. Exactement. Alors après, effectivement, malgré tout, il y a une marge de manœuvre et il faut que des hommes émergent, des hommes, des femmes, des hommes au sens générique. Et des gens comme Macron, par exemple, à un moment donné, ont incarné une espèce de centrisme un peu hybride, un peu étrange. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre parce qu'il y avait une espèce d'espace politique à conquérir à cet endroit-là et à ce moment-là. Donc en réalité, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, la politique m'intéresse pas à travers les hommes, mais en revanche, c'est passionnant à travers ces grands mouvements historiques et ces grandes tendances, ces conflits, ces luttes. Et là, la France, c'est un pays passionnant pour ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de philo. Je suis contente de ce cours. Je vous remercie. Vous êtes prêts pour les épreuves du bac. Vous voulez leur répondre, Philippe ? Non, je voulais dire que je sens que Tom s'occupe de la pollution, mais est aussi un intellectuel. Parce que moi, je m'intéresse énormément aux hommes, justement. La politique me passionne surtout pour les personnalités, mais je suis immature, on le démontrera bientôt. Je suis d'accord avec Philippe. D'ailleurs, la politique ne peut s'incarner que dans les hommes. Regardez, je pense que la France est un pays majoritairement à droite idéologiquement et pourtant elle a choisi Emmanuel Macron parce que c'est lui qui a incarné au sens large. C'est ça, les hommes et les femmes évidemment. Je pense que ça s'incarne principalement dans des personnalités. Par exemple, beaucoup de gens parlent de l'union des droites. Je pense que tant qu'il n'y aura pas une personnalité capable de faire la synthèse de tous les courants de l'union des droites avec un charisme particulier, cette union ne se fera pas. Je propose que ce soit Philippe Bilger. Allez, tout de suite. Il pourrait largement, il en a le talent. Et de la vouloir dans les deux droits. Ça. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix Mathieu, vos 3 mots dans l'actu sont soldats, préférendum et chien. Un militaire français tué en Irak lors d'une opération anti-djihadiste. C'est la 3e perte en 10 jours pour l'armée française dans le pays. La Macronie dégaine un nouvel outil, le préférendum. C'est un peu comme un référendum, mais avec un P devant et plusieurs questions à l'intérieur. Enfin, on va prendre des nouvelles du chien marcheur qui a erré entre l'Ariège et la Gironde cet été. Il a mordu un policier, mais il n'avait pas la rage. Gump va pouvoir sortir de quarantaine. Les vraies voix Sud Radio.
La nation pleure de nouveau aujourd'hui l'un de ses fils. Réaction du ministre des Armées après la mort du sergent Nicolas Mazier. Ce soldat du commando de parachutistes de l'air numéro 10 a perdu la vie hier lors d'un échange de tirs avec des djihadistes en embuscade. Son unité était en train d'appuyer des militaires irakiens alliés lors d'une opération antiterroriste. C'est le 3e militaire français à perdre la vie en Irak en 10 jours. Face au terrorisme, la France ne reculera pas, ajoute aussi le communiqué du ministère français des Armées. Environ 600 militaires français sont déployés dans la région. C'est l'opération Chamal. Elle consiste à épauler les forces irakiennes dans la lutte contre ce qu'il reste du groupe État islamique en Irak. Philippe Bilger, c'est terrible, encore un drame. Évidemment, on ne peut pas faire autrement que d'en parler dans le fil d'une actualité où il y a des ombres, des lumières, mais on ressent profondément le tragique de ces gens qui se battent pour nous. Oui. Mickaël Sadoun. Oui, terrible nouvelle. Terrible nouvelle, et puis on en parlait, vous et moi, Philippe David, à l'occasion de la mort du général Georges Lain. Oui. Nous ne savons plus, depuis la réforme de la conscription, ce que nous devons à ces hommes. Donc l'actualité parfois nous le rappelle tristement, et je pense que c'est bien de le mentionner. Tom Conan. Oui, moi, je pense qu'aussi on est toujours enseveli au quotidien dans des informations plus ou moins inutiles et absurdes. Enfin, je veux dire, on partage notre vie avec des vidéos de chats, des choses de ce type-là, toute la journée selon les personnes, et donc on a parfois beaucoup de mal à revenir à des considérations beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus dures qui heureusement ne concernent pas chacun d'entre nous. Deuxième mot, préférendum avec un P, le nouvel outil brandi par l'Élysée. Oui, ça fait partie de la grande initiative d'ampleur transpartisane voulue par Emmanuel Macron pour légiférer sujet par sujet. Ça a été évoqué lors du dîner entre grands pontes macronistes hier, proposé aux autres partis ce préférendum, oui, avec un P comme Patrick, une sorte de référendum à questions et réponses multiples, comme nous l'explique Renaud Muselier, président de la région Sud-PACA et délégué régional du Parti Renaissance. C'est un référendum dans lequel vous pouvez cocher un certain nombre de questions avec des propositions. Un référendum, normalement, c'est une question oui-non. Une question oui-non. Terminé, ouais. Au revoir et merci. Bon. Ouais. Là, l'enjeu est tel que ce serait plutôt faire 3, oui, 4 ou 5 questions. Non. Oui, non, peut-être. Je m'abstiens, ou ça m'intéresse pas, ou j'ai pas l'avis. Vous pouvez très bien, par exemple, parler sur l'immigration et avoir 3 réponses sur l'immigration. Ou alors, vous pouvez avoir 3 questions, une sur l'international. C'est des sujets différents et dans ces sujets différents, on n'est plus en binaire oui-non quand même. Voilà, c'est plus clair comme ça. Renaud Muselier ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin dans l'interview politique de Sud Radio à 8h30. Objectif de ce référendum QCM, éviter le pour ou contre Macron. C'est l'écueil traditionnel des référendums en France, pour ou contre le pouvoir. Demain, en tout cas, les 4 partis de la NUPS annoncent honorer l'invitation du président, mais en revanche, ils vont boycotter le dîner à l'Élysée. On en invente des mots dans la Macronie, chez la Macronie. Cher Philippe Bilger. Mais Cécile, si vous voulez bien, je me tais parce que j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Absolument. Alors, Mickaël, ce nouveau mot encore qui sort de je ne sais pas quoi, d'un brainstorming. Un P comme Patrick, un R comme Roger. Donc c'est parfait pour Sud Radio. Je dois vous avouer que je suis un peu agacé par la capacité qu'a la Macronie à inventer toutes sortes de gadgets politiques pour ne pas faire face aux réalités, pour ne pas faire face au peuple et à son opinion. Je ne comprends pas qu'Emmanuel Macron s'inquiète que les gens votent pour ou contre lui, puisqu'a priori, c'est son dernier mandat. Donc il serait temps de faire preuve d'un petit peu de courage, de présenter une question simple aux Français, celle qu'ils auront choisie évidemment. Je ne donne pas de thème au préalable. Certains parlent de l'immigration, la gauche parle même de la réforme des retraites. Moi, je trouve que c'est un petit peu après l'heure. Mais il serait temps qu'ils prennent un peu leur courage à deux mains et qu'ils posent une question simple. En fait, ce qui est dommage, c'est l'absence de direction. Moi, je pense que plusieurs directions politiques peuvent être menées avec une forme de pertinence. Et là, évidemment, ça illustre bien le fait que ils sont au milieu du guet, ils savent pas choisir entre un versant ou l'autre, entre tout et son contraire. À un moment donné, si on fait les deux en même temps, on fait juste n'importe quoi. Et puis le troisième mot, finalement, c'est le mot chien, avec la fin d'une folle aventure pour Gump qui a traversé le sud-ouest de la France. Oui, Gump, autrement dit dégueulasse en bon français, le surnom de ce chien de la race porcelaine. Durant un mois, il a erré entre l'Ariège et la Gironde cet été. Des milliers d'internautes l'avaient signalé sur un groupe Facebook dédié. Ils avaient suivi sa folle aventure sur environ 1000 km. Le chien avait fini par être récupéré et placé à la SPA de Mérignac après avoir tout de même mordu un policier. Mais bon, bonne nouvelle, le journal Sud-Ouest nous apprend aujourd'hui que sa quarantaine a pris fin. Gump n'a pas la rage. Info a sorti d'ailleurs de la vidéo qui va bien à la SPA.
Gump qui devrait pouvoir désormais rejoindre le Loiret, figurez-vous, pour y trouver une famille d'accueil. Sauf que cette fois, il ne devrait pas le faire à pattes. On va l'y conduire dans sa nouvelle famille dans le Loiret. Le fan club Facebook de Gump peut se rassurer. Il devrait pouvoir trouver une vie plus sereine avec plus de repos. Il n'a pas traversé trop de forest, non? Non. Bravo. Elle est très bonne. Il est bon, hein. Elle est très bonne. Bravo. Si le maître le dit. Hein. Je suis admiratif. Merci Félix Mathieu. On vous retrouve dans la deuxième heure et dans un instant le grand débat du jour sur l'interdiction du port de l'abaya et des camis à l'école qui divise la classe politique. Mais est-ce que ça vous divise, vous? 0826 300 300, on va en parler avec notre invité expert Henri Peña-Ruiz qui est avec nous, philosophe et auteur de Dictionnaire amoureux de la laïcité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. Est-ce que la laïcité est une exception française? Non, parce que bien d'autres pays, même si c'est pas au même niveau, ont bien compris que la laïcité est la seule solution pour faire coexister des populations aux traditions différentes. Eh ben, on en parle dans quelques instants. Vous restez avec nous, 0826 300 300. À tout de suite, les vraies voix de Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue les amis, 0826 300 300, ce numéro est le vôtre. Vous pouvez nous appeler, parlons vrai. On peut tous dire chez nous, bien entendu, en bonne intelligence, soyons clairs, mais on peut se parler, c'est ça qui est important. Et avec aujourd'hui nos éditorialistes adorés, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la parole, de l'institution. Vous voyez, je vous change de job. Ouais, c'est ça. Une institution à lui seul. Je vous institutionnalise, ce qui n'est pas facile à dire. Tom Conan, artiste, essayiste, auteur de Pollution, publié chez Albin et Michel. Vous en faites des trucs, vous? Ouais, mais sans institution. Hein, ah ouais, mais ça va venir. Moi-même, on n'a pas. Mais vous n'avez que l'avenir devant vous. Voilà, c'est ça. Que l'avenir. Accrochez-vous alors. Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Merci d'être avec nous, Michael Sadoun. Et puis, dans quelques instants, on reviendra juste après ce grand débat du jour. Vous savez, sur pas mal de choses. On parlera de l'actualité que vous avez choisie. Et vous allez parler de quoi dans votre actualité, Philippe Bilger? Je vais dire que les annonces remplacent trop souvent l'action. Ah, très bien. Michael Sadoun, vous allez revenir sur quoi? Je vais dire que nous sommes passés à côté des élections présidentielles, donc surtout ne ratons pas les élections européennes. Et vous, Tom Conan? Moi, je vais m'exporter en Californie. Je vais parler de la grève à Hollywood qui fout un bordel monstrueux dans le milieu du cinéma. Eh ben voilà, c'est réglé. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'abaya n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux. C'est une atteinte aux valeurs de la République, aux lois de la République. Je ne crois pas que l'abaya soit un vêtement religieux. Je l'approuve plutôt parce que les chefs d'établissement avaient besoin de consignes claires. Les signes religieux, c'est clair, ils n'ont pas leur place à l'école. C'est nécessaire de rappeler la règle pour les quelques établissements dans lesquels il peut y avoir un problème. Par contre, ça ne vaut pas une rentrée politique aux 20h. La loi dit qu'il ne faut pas de tenue et de signes religieux ostentatoire à l'école, mais les autorités religieuses disent que l'abaya n'est pas une tenue religieuse. Et après l'annonce donc de Gabriel Attal dimanche dernier, l'interdiction du port de l'abaya et du camis à l'école divise les partis de la NUPES. Le PC et le PS y sont favorables, alors que les groupes LFI et Europe Écologie Les Verts dénoncent une décision islamophobe et stigmatisante, Philippe. Oui, Cécile, la gauche qui, depuis la loi sur la séparation des églises et de l'État en 1905, avait toujours été en pointe sur la laïcité, est aujourd'hui éparpillée façon puzzle, pour utiliser une formule de Michel Audiard. Alors, est-ce que pour vous, l'abaya peut aboutir à l'implosion de la NUPES? Vous pensez que oui? Vous pensez que non? On attend vos appels, bien évidemment, au 0826 300 300. C'est Aude qui vous répondra. Et puis, peut-elle imploser, en tout cas cette abaya, peut-elle faire imploser la gauche? Vous dites oui à 68%. On va en parler avec notre invité Henri Peña-Ruiz, qui est avec nous, philosophe, écrivain, auteur du Dictionnaire amoureux de la laïcité et de Marx, quand même, chez Plomb. Merci d'être avec nous. Rebonjour, Philippe, le torchon brûle du côté de la NUPES. Oui, alors je dirais que ça ne va pas créer l'implosion dans la mesure où les difficultés ont commencé bien avant, mais ça va être un point très important dans la dissension qui va se développer et peut-être aboutir enfin à la dislocation de la NUPES, qui n'a eu de sens pour le Parti socialiste que pour des motifs électoraux. Moi, je continue à penser que l'abaya, et je ne suis pas un spécialiste de tout cela, comme notre invité, est un costume religieux qui est destiné à voiler le corps
corps des femmes, et en ce sens-là, c'est évidemment une protection de nature religieuse. Et deuxième élément, j'approuve absolument Gabriel Attal qui sort du flou qui avait été promis par Pape Ndiaye. Alors, moi, je suis très attaché à la laïcité pour plein de raisons, des raisons philosophiques, personnelles, etc. Pour autant, j'avoue que je retrais un peu de vacances. J'ai peut-être pas tout suivi ce qui s'est passé au mois d'août, mais je suis quand même un peu étonné, surpris, choqué, comme on veut, d'arriver à peine à la rentrée et voir que la première nouvelle annoncée par le gouvernement, un peu en grande pompe, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un énième sujet sur le voile et c'est les questions qui sont liées au voile. J'avoue que j'ai l'impression d'avoir entendu que ça depuis je sais pas combien d'années. Je suis épuisé, je pense qu'il y a plein de gens qui sont épuisés de tout ça. Il y a une loi qui existe, il me semble qu'elle est appliquée. Il y a peut-être des difficultés après en pratique, peut-être qu'il y a des circulaires pour clarifier des situations, j'en sais rien, ça c'est très possible en interne. Avec des augmentations des atteintes à la laïcité, voilà, c'est aussi... Bien sûr, c'est pour ça que j'ai précisé que c'est une question qui est tout à fait importante. Pour autant, voilà, en grande pompe avec Gabriel Attal qui met en avant ce sujet, qui donc va cristalliser les débats, et c'est d'ailleurs le cas, puisque tous les médias en parlent, c'est normal, puisqu'effectivement ça devient la nouvelle dont tout le monde doit débattre. Je suis vraiment pas certain que stratégiquement ça soit pertinent. Je suis pas du tout certain que ça soit la priorité du pays ou du gouvernement ou de qui que ce soit d'ailleurs. Ça me semble être un sujet totalement secondaire en effet. Je parle pas du sujet de la laïcité bien sûr, je parle de ce sujet spécifique sur ce type de vêtements particulier. Surtout qu'a priori, de ce que j'ai lu, sans être un spécialiste non plus technique du vêtement, mais je m'intéresse quand même aux vêtements, je crois pas effectivement qu'on puisse de manière certaine globaliser l'ensemble de ces types de sur la récupération politique du problème. C'est un grand classique de la gauche en fait de se diviser sur ce sujet-là. La droite est plutôt suiveuse en général sur la question de la laïcité, peu importe les époques, elle est plutôt dans la tendance du temps. En 1905, la gauche se déchirait déjà sur la question de la laïcité. Entre une ligne plutôt anticléricale de Ferdinand Buisson ou d'Émile Combes et la ligne plutôt libérale, avec toutes les guillemets qu'il faut mettre, d'Aristide Briand ou de Jean Jaurès. En 89, c'est encore la gauche qui se divise entre la ligne d'Alain Finkielkraut, d'Elisabeth Badinter, etc., portée par ces intellectuels, et la gauche de Lionel Jospin et d'SOS Racisme, qui ne considèrent pas ça comme un problème. Donc c'est un classique français qui est rejoué aujourd'hui. Concernant l'initiative de Gabriel Attal, c'est peut-être pas le problème le plus important, c'est un problème important. Je trouve que c'est une bonne chose de voir un volontarisme politique dessus, on aura l'occasion d'en reparler. Pardon, mon cher Philippe, en grande pompe, je vous rassure, Tom, ils n'ont pas l'intention d'interdire les chaussures. Ça, c'était pas mal. Remarque fabuleuse d'intellect de Philippe Bilger. Vous êtes de gauche, vous pensez que votre camp politique peut imploser à cause de la baya? Venez nous dire au 0826 300 300. Avec notre invité Henri Peña-Ruiz, et merci d'être avec nous. Alors vous connaissez d'une part bien la laïcité puisque vous avez écrit ce livre, un dictionnaire amoureux de la laïcité, et bien aussi la gauche avec ce livre, Marx quand même chez Plon. Aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet important pour une rentrée des classes? C'est un sujet décisif. Je crois qu'il faut rappeler que ce n'est pas seulement la question de la baya, c'est la question des signes religieux dans leur ensemble. Par exemple, lorsqu'on parle de la loi de 2004, il y a des gens mal informés ou de mauvaise foi qui disent loi sur le voile. Faux. Cette loi fut adoptée aussi bien concernant la kippa, la croix charismatique, la grande croix que portent les jeunes chrétiens au moment des journées mondiales de la jeunesse, et le voile. C'est-à-dire que la visée de cette loi, c'est de placer les écoles à l'abri de tous les prosélytismes. Pourquoi ? Parce que l'école, c'est pas un lieu de manifestation, c'est un lieu d'étude. C'est un lieu où le jeune homme a droit à une deuxième vie. Après sa vie familiale, il entre à l'école et il a une deuxième vie. C'est la découverte de la culture, de la pensée libre, de l'esprit critique, de la capacité de jugement exercée à travers toutes les disciplines scolaires. Eh bien, c'est ce lieu magnifique, l'école de la République, qu'il convient de préserver en la soustrayant aux conflits d'appartenance, aux conflits qui sont liés à des convictions religieuses diverses. Et j'étais dans la commission Stasi qui a décidé de proposer au président de la République à l'époque d'interdire l'ensemble des tenues religieuses par lesquelles se manifesteraient des appartenances religieuses. Nous citions dans ce texte la kippa, la croix charismatique et le voile. Il est donc absolument faux et mensonger de dire que c'était une loi contre le voile. Parce que si ça avait été ça,
Jamais je ne l'aurais soutenue parce qu'elle aurait été stigmatisante en ne visant qu'une partie de la population. Absolument. Elle visait toutes les manifestations d'appartenance religieuse. Il faut en revenir à cela, c'est très important. C'est pas l'abaya comme telle qui est en jeu, c'est toute conviction religieuse. C'est ça, c'est ça. Un jeune garçon qui viendrait avec une kippa, on lui demanderait de la retirer à l'entrée de l'école. Ça ne voudrait pas dire qu'on est antisémite, ça voudrait dire qu'on estime qu'il n'y a pas de place dans l'école de la République oui. pour une manifestation d'appartenance religieuse. Les vraies voix veulent vous interpeller. Philippe Bilger. Pardonnez-moi l'interrogation un peu brutale. Vous avez écrit un dictionnaire amoureux de la laïcité. D'abord, amoureux, ça veut dire que la laïcité peut avoir une définition positive, libératrice, et pas seulement donc d'interdiction. Et deuxième élément, vous avez évoqué la kippa, le voile et la croix. Est-ce que ça n'est tout de même pas une forme d'hypocrisie de mettre sur le même plan la kippa et la croix par rapport au voile? Que je sache, ces deux religions-là ne posent pas de problème aujourd'hui, alors que l'islamisme en pose. Mais vous savez, monsieur, une loi en République ne doit pas viser un objet particulier. Comme disait déjà Jean-Jacques Rousseau, qui est l'inspirateur de la Révolution française, une loi est faite pour tout le monde. Et ce n'est pas du tout de l'hypocrisie, comme vous allez le dire, c'est d'ailleurs pas l'invective qui peut servir d'argument, c'est réellement, sincèrement, la volonté de faire une loi générale. La kippa, Ernest Chénière l'avait interdit. Alors, je rappelle que c'était le proviseur. Je rappelais qu'il était Ernest Chénière. S'il vous plaît. Ernest Chénière, le proviseur du lycée, du collège, l'avait interdite, et parce qu'il considérait que l'école n'était pas un lieu de manifestation. Après a surgi la question du voile, il l'a interdite aussi. C'est dans le sillage de ce problème qu'a été décidée la loi de 2004, qui ne vise pas qu'une religion, j'y insiste, mais qui est libératrice. Libératrice par rapport à la pression familiale, à la pression des préjugés, à la pression du machisme qui voudrait assigner la femme au statut d'objet désiré. À la neutralité. Si vous permettez, on va faire parler nos éditorialistes. Michael Sadoun, sur ce sujet-là, effectivement, l'importance de rappeler. Oui, bonjour Monsieur Peña-Ruiz. Moi j'écoute ce que vous dites et je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aime beaucoup cette conception de l'école émancipatrice, d'une laïcité qui protège l'école comme le temple d'un savoir qui se voudrait universel et qui protège l'enfant de ses particularismes, qui lui permet d'accéder à d'autres cultures et de construire ainsi un terreau républicain commun. Ceci dit, j'aimerais quand même qu'on puisse s'interroger sur la raison pour laquelle des jeunes femmes qui sont nées et qui ont grandi en France se tournent vers la religion. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que j'ai l'impression que la France elle-même s'est détournée d'un certain nombre de valeurs, de structures sociales, qu'elle s'est débarrassée de son sacré. Il peut être républicain, évidemment, ce sacré, et que du coup, des jeunes gens qui aujourd'hui cherchent une communauté, une autorité, une transcendance, des structures sociales un peu solides, sont obligés de se tourner vers la religion. Donc parfois, je vois la laïcité qui se contente de censurer et d'interdire, mais je ne perçois pas la France qui, derrière, essaye de proposer un produit de substitution à cette religion. Là, on ne fait pas un débat sur la laïcité, on fait un débat sur justement cette gauche qui se divise. C'est ça qui m'intéresse, moi aussi. Pourquoi effectivement, aujourd'hui, cette gauche se divise sur ce sujet-là c'est un sujet important, il me semble. Je voudrais répondre à M. Sadoun. Je crois que nous sommes en accord tous les deux sur la dimension émancipatrice de la laïcité. Mais la dimension émancipatrice de la laïcité, c'est aussi sa capacité de dire, voilà, il y a des lieux où l'on affirme son particularisme. Par exemple, la rue. Je me souviens avoir polémiqué vivement avec M. Zemmour quand il demandait à une femme de retirer son voile dans la rue. Elle faisait des courses à Bobigny. C'est pas ça la laïcité. Dans la rue, on a parfaitement le droit d'arborer un signe religieux. À l'école, c'est pas pareil. Oui. On a des enfants qui sont déjà dans un cadre, l'école est obligatoire, où ils doivent aller. On a à organiser la coexistence
de familles de pensée très différentes. Oui, mais le choix de la neutralité. Allez, il faut qu'on avance. Pardon, Henri Pégnard-Ruiz. Essentiel. Je comprends. Merci beaucoup. On revient sur cette division à gauche. Moi, il me semble qu'en réalité, il n'y a pas de problème sur la loi de 2004. J'ai pas vu qui que ce soit, y compris de la NUPES, qui semblait, même LFI, opposé à cela. En tout cas, il me semble pas. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de remettre le couvert sur un type de vêtements spécifique et de rouvrir la boîte de Pandore d'un sujet qui est extrêmement électrique en France particulièrement en tout cas, et ce qui me semble parfaitement inutile. Encore une fois, je vois pas en quoi est-ce que ce problème n'aurait pas pu, qui est quand même un problème super technique. On parle quand même d'un type de vêtements particulier. Non mais attendez quand même. Donc est-ce que vraiment ça nécessitait de vraiment prendre la parole cette année-là et d'engager tout le gouvernement? Mais Cécile l'a rappelé tout à l'heure, en 2002, il y a une augmentation considérable des atteintes à la laïcité et l'abaya peut être perçue comme une manière de nous tester à nouveau. Oui. C'est-à-dire, me semble-t-il, jusqu'où on est capable de résister. On a l'abaya. C'est une question que je pose. Allez, on part au standard. 0826 300 300. Corentin est avec nous. Corentin, quelle est votre vision? Est-ce que vous comprenez que finalement ça divise la gauche, ce sujet, alors que tout le monde semble d'accord sur la laïcité? Au point de l'amener peut-être à l'implosion. Alors, je pense que l'abaya en elle-même ne va pas faire imposer la gauche, mais je pense que si ça continue comme ça, autant de divisions, ça peut amener à l'implosion de la gauche, effectivement. On voit la LFI et Écologie Les Verts qui sont en désaccord avec le texte de loi, avec l'interdiction de l'abaya, et les autres partis, comme le PS, sont pour. Donc je pense que oui, ça peut, petit à petit, à force d'avoir des désaccords, ça va finir par possiblement amener à l'implosion de la gauche. Mickaël Sadoun. Merci Corentin, restez avec nous. 0826 300 300 si vous voulez commenter. C'est quoi le problème, puisqu'on voit Jérôme Guedj aussi qui s'émancipe de son côté. On voit que finalement tout le monde y va sa petite phrase. Mickaël Delafosse, le maire de Montpellier, s'émancipe aussi. Carole Delga, on se demande si en jusqu'à plus de Sophie Binet de la CGT. On se demande si en plus de la NUPES, c'est pas carrément le PS qui va faire la double implosion. Écoutez, le problème c'est qu'il y a une gauche, je dirais entre guillemets old school, qui est attachée, je dirais, à ce qu'on appelle très largement les principes de la République, mais globalement à une certaine idée de l'individu émancipé de la religion, qui accède à la science par un savoir universel, qui construit une communauté de citoyens par une culture commune, par des valeurs partagées. Et puis il y a une autre gauche qui a cédé peut-être, je n'en sais rien, peut-être à une américanisation de la société, peut-être à une immigration de masse qui constitue son terreau maintenant pour le vote, et qui du coup a une vision extrêmement communautariste de la société. Donc elle n'a pas envie de froisser les musulmans en parlant de ce sujet-là et en le mettant sur la table comme un sujet essentiel. Ceci dit, je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'à force de ne pas vouloir mettre l'uniforme dans l'école, on remet ce sujet sur la table tous les 2 mois, ce qui peut être crispant pour les compatriotes musulmans. Je suis d'accord. Philippe Bilger, est-ce qu'on ne voit pas d'un côté ceux qui ont des vraies convictions et ceux qui vont vraiment chercher des électeurs? Sûrement, mais j'ai l'impression que LFI et tous ceux qui soutiennent le port de l'abaya, d'une certaine manière, sont mus par un dogmatisme au lieu d'être inspirés par une conception normale de la laïcité. Henri Pégnard-Ruiz, vous êtes un homme de gauche, c'est une réalité. Est-ce que pour vous, la gauche a déjà dans son histoire été autant divisée sur la laïcité? Je ne le pense pas. Je suis un homme tout à fait de gauche, évidemment. Il fut un temps où j'étais d'accord avec Jean-Luc Mélenchon en 2015, lorsqu'après l'assassinat de l'ensemble de la rédaction de Charlie, Jean-Luc Mélenchon prononça un discours absolument sublime, bouleversant, devant le cercueil de Stéphane Charbonnier, mon ami Stéphane Charbonnier, assassiné. Eh bien, à l'époque, Jean-Luc Mélenchon était profondément laïque. Je ne sais pas pourquoi, et pour moi ça a été un vrai malaise de constater cela. Il y a eu un virement total de la France Insoumise en 2019, quand la France Insoumise décide de défiler avec le CCIF, Comité de lutte contre l'islamophobie. C'est un revirement total. Et moi, en tant qu'homme de gauche, je continue à penser que la laïcité, non pas comme théorie anti-religieuse, elle n'est pas anti-religieuse. Rappelons que Victor Hugo, qui était profondément croyant, qui disait « Je crois en Dieu, mais je refuse l'oraison de toutes les églises »,
Victor Hugo, c'est lui qui lança la formule de l'État chez lui, l'Église chez elle. Je veux l'État chez lui et l'Église chez elle. Voilà ce que disait Victor Hugo. C'était 50 ans avant la formule stricte de la séparation de 1905. Eh bien, cette séparation, elle est saine. Elle permet de distinguer la religion comme démarche spirituelle du cléricalisme comme volonté de pouvoir. Et ne disons pas les musulmans en général. Il y a beaucoup de musulmans qui sont hostiles à l'islamisme et qui ne réclament rien à l'école de la République, qui comprennent pourquoi la neutralité est une condition de protection, y compris pour eux-mêmes. Je me souviens que... Merci. Henri, pardon, mais Henri Peña-Ruiz, malheureusement, on est déjà très en retard. Merci mille fois de votre expertise, philosophe, écrivain, auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité et de Marx. Quand même, chez Plon, vous restez avec nous dans un instant. Le quiz de l'actu, plus communément appelé le qui c'est qui l'a dit. À tout de suite. Les amis, ravis de vous retrouver pour ce deuxième jour, cette rentrée magnifique avec notre ami Philippe Bilger. Ça va mon Philippe? De mieux en mieux. Ouais, il est heureux Philippe. Il rajeunit Philippe. Il rajeunit, oui. Autant il serait temps, autant nous deux on prend des coups, mais lui, je sais pas. Non, vous prenez de l'expérience, ma chère. C'est beau, c'est joliment dit. Michael Sadoun est avec nous, consultant et spécialiste des entreprises aussi, de politique, de plein de choses. Voilà, je suis toutologue, comme dirait Alain Bauer. Excellent. Et lui, il est tout au livre. C'est Tom Conan qui est avec nous, auteur, essayiste. Vous essayez quoi Moi, j'essaye pas beaucoup, surtout les romans en réalité. Mais après, j'aime bien faire des petits essais, mais j'ai pas trop le temps. Il faut vous y mettre. Allez, tout de suite, le qui c'est qui l'a dit. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Allez Philippe. Le qui c'est qui l'a dit. Allez, c'est donc notre ami Corentin qui répond en premier et après, s'il n'a pas de réponse, c'est la foire d'empoigne. Qui c'est qui l'a dit? Les dates des JO, je peux pas vous les donner tout de suite comme ça. C'est quelqu'un qui devrait savoir. Oui. Normalement. C'est à moi de jouer? Oui. Ah oui, excusez-moi. Les dates des JO, qui c'est qui je a dit peux ça? pas vous les donner tout de suite comme ça. Anne Hidalgo? Presque. Cafetera? Non. Le maire adjoint. C'est un maire adjoint. Grégoire. Grégoire? Non. Non. Oui. Ça rime avec Grégoire. Ah oui. Oui. Et ça rime avec Éluard. Emmanuel Grégoire? Non. Emmanuel Grégoire? Non, pas du tout. Non. David Béliard. Bien joué. David Béliard, donc le maire adjoint de Rock Écologie des Verts de Paris, nous dit qu'il ne peut pas donner les dates des JO. Du coup, le point est pour moi, du coup. Non, le point est pour personne. Le point est pour personne, escroc. Ça va bien, oui. Qui c'est qui l'a dit? L'arrivée des mineurs clandestins dans les Alpes-Maritimes constitue une forme de submersion. C'est à vous, Corentin, de répondre. Éric Ciotti? Bonne réponse de Corentin. Bravo. Excellente réponse, bravo. Troisième question. Qui c'est qui l'a dit au sujet de l'interdiction de la baya à l'école? C'est une décision ignoble, anti-laïque, sexiste et raciste. C'est une femme qui y va fort, généralement. Oui. Sandrine Rousseau? Non. Clémentine Autain? Non. Non. Pas loin. Tondelier? Non. Pas loin d'Autain. Maïs Louise. Mathilde Panot? Non. Pas loin. Gaieté? Non. Quelqu'un de très virulent. Quelqu'un de très virulent, Corentin. Oui, c'est vrai. Daniel Bono. Point pour Michael Sadoun. Il n'y a pas de doute. Qui c'est qui l'a dit? À l'extrême gauche, on souffle sur les braises en disant qu'aujourd'hui tout est possible. Ces gens veulent foutre en l'air la République. Et voilà. À l'extrême gauche? À l'extrême gauche, on souffle sur les braises en disant qu'aujourd'hui tout est possible. Ces gens veulent faire foutre en l'air la République. J'en ai aucune idée. Il est ministre. Darmanin? Non. Attal? Non. Véran? Non. Non. Avocat de son état. Dupont. De Philippe. Merci. Bravo. Éric Dupond-Moretti. Mais la vraie réponse c'était Dupond-Moretti, tu n'as dit que Dupont. 0,5. Tu n'auras donc que la moitié des points. Une autre question. Qui c'est qui l'a dit? Le préférendum, c'est un concept qui nous permettrait de tester plusieurs sujets à la fois au cours d'un même vote. Ah oui, j'étais avec Jean-Jacques ce matin. Non. Non, c'était pas lui. Non, c'est pas lui qui a dit ça. Il est ministre aussi.
Vous avez répondu? Non. Non, il n'a pas répondu. Corentin, allez. Corentin, il est ministre. Non, j'ai un trou. Bonne réponse de Philippe Bilger. Olivier Véran. Bravo. Qui c'est qui l'a dit? Gérald Darmanin peut être ministre et préparer sa candidature pour 2027. Ce sont deux choses différentes. Corentin, je suis sûr que vous l'avez vu, votre réponse précédente. Ouais. Oui. On a la même. C'était ce matin, sur Sud Radio. Ouais, c'était ce matin sur Sud Radio, oui. Bah oui. Ah, j'ai un trou de mémoire. Renaud. On peut le dire? Oui, allez-y. Muselier. Bonne réponse de Philippe Bilger. Les questions étaient excellentes ce matin. Ouais. Non, en Allez. plus, j'ai écouté l'interview entière de Jean-Jacques, donc... Non, c'est à vous, Philippe. Ah, c'est à moi. Qui c'est qui l'a tweeté? L'année dernière, c'était l'interdiction du crop top qui était annoncée le 12 septembre 2022. Cette année, c'est l'abaya, le contrôle social sur le corps des femmes et des jeunes filles. Toujours. Déjà culte. Bonne réponse de Corentin. Mais c'est Corentin qui a gagné? Non, il y a 3-2 pour... Mais Philippe Bilger, il y en a un que je lui ai donné, donc ça fait 2-2. Oui. 2-2, bravo Corentin. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants. La suite de notre émission, le top click de Félix Mathieu. Puis on fera le tour de table de l'actu avec nos invités, avec nos éditorialistes. Philippe, on parle de quoi? On parle de l'annonce qui substitue à l'action. Voilà. Michael Sadoun. On parle des élections européennes qui seront déterminantes pour l'avenir de ce pays. Et le bazar à Hollywood avec les acteurs qui ne veulent plus travailler. Et ben voilà, restez avec nous, on revient dans un instant. 0826 300 300, c'est notre numéro. Bienvenue, c'est les vraies voix de Sud Radio avec jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Des vraies voix jusqu'à 19h, mais aussi de vraies personnalités avec Philippe Bilger ce soir qui est avec nous. Philippe, très beau, très saillant. J'allais dire saillant, il n'est pas du tout saillant. Je rêverais de certaines saillies. Verbalement, elles sont parfaites. Là, j'ouvre mon agenda, si vous permettez, Philippe, ça ne vous embête pas. Peut-être vous laisser. Enfin, ça va venir. Non, vous pouvez prendre des photos, vous allez apprendre des trucs. On n'arrête pas les doubles sens. Michael Sadoun est avec nous, consultant, et puis aussi Tom Conan qui est avec nous, auteur. Voilà, qui regarde tout ça d'un air un peu ébahi. Ébahi et jaloux, vous pouvez dire jaloux. Bien sûr, du talent et tu vois, de Philippe Bilger. Et tout de suite, le top click. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top click. Avec Félix Mathieu. Et en football, un nouvel entraîneur des Bleuets vient de prendre la parole, un certain Thierry Henry. Oui, ça vous dit quelque chose, le champion de 98 qui va épauler les jeunes espoirs du foot tricolore. C'est l'une des surprises de la fin de l'été. Alors, au-delà de cette conférence de presse dont vous parlez, Mathieu Bellissario, à l'instant, Thierry Henry n'a pas parlé que de Kylian Mbappé. Non, il a aussi expliqué ce qui l'avait convaincu, pourquoi il avait accepté de franchir le pas, de se lancer dans cette nouvelle aventure. Pouvoir chanter et rechanter la Marseillaise avec fierté, pour moi c'est quand même important. Je le faisais à la maison, vous le voyez pas. Heureux de revenir et porter le coq. Ça sera pas un maillot cette fois, ça sera un survêt. L'équipe de France, ça se refuse pas, tout simplement. Quel que soit le niveau. Thierry Henry, 46 ans, qui était consultant pour Amazon Prime, diffuseur de la Ligue 1 en France. Ça lui déplaisait pas, certes, mais bon, voilà, le terrain lui manquait. J'étais pas vraiment épanoui. J'avais besoin de retourner, de coacher, donc j'ai attendu patiemment. En tout cas, le président de la Fédération française de foot, Philippe Diallo, a fixé comme objectif aux Bleuets de monter sur le podium pour les JO de 2024, pour l'année prochaine. Et attention les petits jeunes, en marge de cette conférence de presse, Thierry Henry a aussi averti qu'il ne rigolerait pas, notamment sur la ponctualité, comme nous le rapporte le journal L'Équipe. Je cite, « Je n'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. Si j'arrivais en retard, je ne jouais pas. Maintenant, il faut leur expliquer pourquoi. » Alors voilà, les Bleuets sont avertis. Tu lâches ce smartphone et tu me fais 2 tours de terrain. Philippe Bilger, une réaction? C'est typique de la France. Je vais dire quelque chose qui ne plaira pas, mais la célébrité remplace la compétence. On sait que Thierry Henry n'a jamais été un bon entraîneur. Il n'a pas eu de grands résultats et pourtant on l'a choisi alors qu'il avait des rivaux qui me semblaient très valables. Mais sur la ponctualité, est-ce qu'il n'a pas raison? Il a raison. Mais moi, je me souviens d'un très grand entraîneur et d'un très grand joueur qui était donc devenu entraîneur, Trapattoni. Il y a 25 ans, il entraînait le Bayern Munich et il avait régulièrement
régler ses comptes avec la presse allemande en disant vous la ramenez, mais moi les joueurs j'en vois qui arrivent en retard. J'ai entraîné Michel Platini qui était meilleur joueur du monde à la Juventus, il était tous les jours à l'heure et même en avance à l'entraînement. Est-ce que en 25 ans ça n'a pas changé? Parce que quand on regarde le salaire que gagnait Platini à la Juve, aujourd'hui c'est pratiquement un smicard par rapport aux stars du foot. Ah oui, il y a certainement plus d'argent et moins de politesse, mais je ne suis pas tellement d'accord avec ce qu'a dit Philippe Bilger. Moi, je trouve qu'en plus d'être un grand joueur, Thierry Henry, alors en effet, c'est pas particulièrement illustré par ses qualités d'entraîneur, mais c'est une forte personnalité. Les enjeux sont un peu différents puisqu'on parle des Jeux Olympiques, c'est autre chose que d'entraîner dans un club. Je pense qu'il sera capable de faire de bonnes choses, surtout s'il est en tandem avec Didier Deschamps qui a déjà prouvé sa compétence sur le sujet. Et surtout, en fait, dans tous les domaines, c'est le cas, hein, dans tous les domaines, que ce soit, je sais pas, le journalisme, l'entrepreneuriat, la musique, ce que vous voulez, la notoriété, effectivement, amène généralement, non pas la compétence en effet, mais souvent le projet, l'argent, l'équipe, etc. C'est peut-être triste, mais c'est assez général, c'est pas du tout spécifique au foot, il me semble. Bah regardez-nous, Philippe David et nous. Bon exemple, hein. Voilà, je ne sais pas, je ne commenterai pas. Non mais, par exemple, prenez Pharrell Williams chez Vuitton, il y a eu la même attaque. Hein, il n'était pas designer, il dirige maintenant Vuitton Homme, c'est quand même pareil. Il y a une chose, Michael est un intellectuel comme notre ami Tom. Vous me faites trop d'honneur. Moi, il oublie que je regarde les dimanches quand je suis libre au moins 3-4 matchs sur Prime Video et que le commentateur Thierry Henry, avec sa condescendance fatiguée, est épuisant. Ça, c'est fait. Allez. Le tacle à retardement. Autre sujet, le groupe Lyot est furieux de ne pas avoir été invité à l'initiative transpartisane d'Emmanuel Macron. Ben oui, les autres partis d'opposition étaient conviés à l'Elysée pour parler, vous le savez, d'hypothétiques projets rassembleurs au-delà des clivages. Mais pas Lyot, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire, ce groupe éclectique de l'Assemblée qu'on qualifie parfois de centriste et qui s'était illustré en rassemblant les oppositions dans le vote de sa motion de censure au moment de la réforme des retraites. Alors que cette réunion doit évoquer des textes législatifs bâtis ensemble au Parlement ou par voie référendaire, le fait de ne pas convier les groupes parlementaires est un mauvais signal. Il affaiblit une fois encore le rôle du Parlement. Il va à l'encontre des objectifs fixés par le président lui-même de dépassement des clivages et des blocages. Ça, c'est ce qu'a écrit ce groupe Lyot dans un communiqué. Il ajoute « Nous regrettons cet ostracisme qui apparaît comme une mesure de rétorsion après l'épisode des retraites. » Oui, et je dois dire que je suis totalement d'accord avec les gens du groupe Lyot qui sont furieux de ne pas être invités aux rencontres de Saint-Denis. Alors le groupe Lyot, c'est un groupe de 21 membres venus de tous horizons et même lointains horizons, puisque Lyot signifie liberté, indépendant, outre-mer et territoire, des élus comme les autres, mais qui n'auront pas leur ronde serviette pour développer leurs idées au chef de l'État. Alors moi je comprends leur irritation. Un des proches de Bertrand Pancher, qui est le président du groupe Lyot, a déclaré que le président de la République, je cite, c'est amusant, les prend pour des ploucs. Alors après l'arc républicain, dont je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que à ce que je sache, personne en France ne veut rétablir la monarchie ou l'empire, on a déplacé le cordon sanitaire vers les ploucs pour reprendre la formule. Alors total soutien au groupe Lyot. Ouais, Philippe Bilger. C'est vrai, le paradoxe, c'est qu'on réintroduit le Rassemblement National et LFI, mais on laisse Lyot dehors. Petit tour de table. C'est sûr que l'exécutif ne cesse de clamer sa volonté d'unir les Français, mais ils passent leur temps à stigmatiser d'autres partis, donc ça devient un peu fatigant. Ouais, honnêtement, je ne connaissais pas l'existence de ce groupe, je suis désolé, mais c'est à cause de moi, je ne me renseigne pas assez. Le nom est joli, ceci dit. Ouais. Ça me faisait penser à un type de poisson. Mais non, je ferais que je me renseigne davantage. C'est peut-être pas de la méchanceté, c'est peut-être de l'oubli. C'est sans doute de l'oubli, ouais. C'est pire. Peut-être qu'Emmanuel Macron non plus ne le connaissait pas. Vous avez la parole. On parle de quoi dans un instant avec vous, Mickaël Sadoun, sur le tour de table de l'actu? On parle du fait qu'il ne faut absolument pas rater les élections européennes. Ouais, vous avez raison, Tom Conan. On parle de Hollywood et des acteurs qui n'ont plus de blé. Ah oui, c'est ça, Philippe Bilger. Et les annonces remplacent l'action. Et ben voilà, vous êtes servi dans quelques instants, 0826 300 300. Vous aurez le droit de commenter, bien entendu. On vous attend au standard jusqu'à 19h. Vous nous avez manqué depuis le mois de juillet. On vous retrouve, on est ravis, avec Philippe David jusqu'à 19h tous les soirs. Entre 19h et 20h ce soir, on parlera emploi. On fera une petite rétrospective de ce qui s'est passé cet été, le tourisme, du côté des hôtels, du côté des grands parcs par exemple. Et on en parlera avec notre expert Jérôme Laverny. Ce sera l'occasion pour vous de nous raconter vos vacances et de nous dire si oui ou non vous avez passé de jolies vacances. En attendant, tout de suite, c'est le tour de table de l'actu.
l'actu. Viens à table avec nous. C'est pas vrai con comme t'es, demande ton avis. Quand on veut conjurer le diable, on l'invite à sa table. Moi, je veux du féroce actualité. C'est intéressante cette table avec vous. Pardon? Ah non, c'est intelligent. Bon, à mon tour maintenant. Le tour de table. De l'actualité. C'est intelligent, oui, ils sont intelligents. Philippe Bilger, Tom Conham et Michael Sadoun. Philippe Bilger, Emmanuel Macron a annoncé une forte initiative politique durant les vacances, peu importe qu'elle accouche d'une souris. Absolument. J'ai pu m'agacer parfois lorsque le gouvernement en quelques circonstances a pu faire quelque chose de bien. Souvent les contradicteurs disaient oui mais c'est de la com, et au fond ça réduisait à rien des projets sincères. Mais là on est obligé de dire, de mon point de vue, que Emmanuel Macron depuis quelques mois nous a annoncé cette grande rentrée politique, ce coup extraordinaire qui probablement va se résumer à une rencontre avec des partis qui viendront mais qui ne céderont pas aux injonctions ou à l'influence présidentielle, et par conséquent ce qui va compter c'est uniquement l'annonce de l'événement. Et il y a d'autres exemples qui montrent qu'Emmanuel Macron et des ministres sont très doués pour l'annonce. L'annonce devient un événement, devient un fait, et le fait est inutile. La montagne va accoucher d'une souris, Michael Sadoun, à votre avis ? Ah oui, non mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Philippe Bilger. Vous savez, moi je suis passé un petit peu en cabinet ministériel, j'ai fait un petit peu d'Assemblée nationale, et j'ai fait pas mal de communication aussi auprès des entreprises et de personnages publics aussi. On ne se rend pas compte de l'importance de la communication. À chaque fois qu'un homme politique va faire un discours devant une fédération, devant un public, la question, c'est quelles sont les annonces à faire. Il faut absolument avoir des annonces. Après, la mise en œuvre par l'administration n'est pas l'essentiel. C'est un peu dommage parce qu'on est dans un pays où on considère que l'intendance suivra. Mais l'effet d'annonce prend une part importante. Alors après, il ne faut pas accabler le politique parce qu'il ne fait que suivre une demande du public qui est de plus en plus avide, en fait, de communication. Et oui, là, et c'est ça, en fait, moi, je pense que c'est l'élément le plus important. Il y a vraiment une captation du temps de cerveau disponible, et en fait, il y a une lutte permanente, en effet, à la fois des médias, des politiques, des réseaux, de façon à pouvoir capter effectivement l'intérêt. Et quel que soit l'objectif derrière, que vous soyez un vendeur de casseroles, une plateforme de streaming, un média ou un homme politique, c'est en fait exactement le même combat d'une certaine façon, puisque c'est les mêmes plateformes qui sont utilisées. Et vraiment, on est tous plusieurs heures par jour sur nos écrans. Effectivement, pour capter notre attention, il faut des mots très forts, des annonces, etc. Donc moi, et en effet, je leur jette pas la pierre, parce que je pense que n'importe quel président aujourd'hui, n'importe quel gouvernement serait obligé de faire pareil. Oui, mais ce qui veut dire que derrière, c'est la déception. Donc à force d'avoir des grandes annonces et rien derrière, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus, Philippe. Oui, mais absolument, Cécile. Et de la même manière que je pense que la loi, chez nous, est une surabondance et veut passer pour une action. On pourrait trouver 1000 exemples de l'inaction profonde d'un gouvernement. Et comme le dit Tom, c'est vrai à droite comme à gauche. Et il y a aussi peut-être un point, c'est que parfois l'inaction, c'est très bien. On oublie toujours cette chose, parce qu'en France on n'a absolument aucune culture libérale ou libertaire, ou tout ce qui dérive d'ailleurs de la liberté de près ou de loin, sauf dans les grands penseurs bien entendu, mais pas dans la pratique politique, pas dans la pratique du pouvoir. Et c'est un gros souci. Il y a plein de domaines dans lesquels effectivement le gouvernement, en ne faisant rien, agit mieux qu'en agissant. Et il y a des ministres dont on espère l'inaction. C'est possible. On prend la direction de la Californie avec vous, Tom. Les acteurs d'Hollywood contraints à vendre des vidéos pour arrondir leur fin de mois. Et effectivement, c'est un vrai problème. Donc il y a une grève en fait depuis plus de 100 jours. Donc c'est vraiment un gros souci. En fait, tous les studios sont concernés, notamment Disney, les plateformes de streaming, etc. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Depuis plusieurs années, la domination désormais effectivement de très grandes plateformes ont modifié les modes de rémunération. Donc il y a les scénaristes et les acteurs, pas forcément les très grandes stars, mais les acteurs qui jouent au quotidien, qui sont figurants, qui sont second rôle, etc., mais dont c'est la profession, qui sont de moins en moins rémunérés. En fait, avant, ça dépendait essentiellement notamment des diffusions de télé, et en fonction de la publicité qui était récoltée par les chaînes, c'était reversé à ces personnes-là. Maintenant, avec le streaming, ça devient très compliqué, c'est un forfait, et donc ça devient, pour certains, très dur d'en vivre. Et en fait, ce qui explique le syndicat majoritaire des acteurs qui s'appelle SAG-AFTRA à Hollywood, qui est extrêmement puissant, qui représente quand même 160 000 acteurs, effectivement, aujourd'hui. Donc, ils bloquent totalement les tournages, l'avancée des projets, parce qu'il y a un énorme problème de répartition de la richesse, on pourrait dire, alors que dans le même temps, il y a beaucoup d'argent, évidemment, qui est récolté à travers les films et les abonnements aux plateformes. Ils ont un pouvoir considérable. J'avais été frappé par les scénaristes qui, contrairement à ce qu'on croit, sont mal payés aux États-Unis, alors qu'ils sont très bons. Chez nous, ils sont très bons. Et vous voyez la fin de ma phrase.
Michael Sadoun. Écoutez, oui, il y a beaucoup de corps de métier qui ont déjà été remplacés par cette ère numérique. Dois-je vous avouer il faut réfléchir à l'après, non ? Dois-je vous avouer que quand ça touche plutôt les CSP+, ou les professions artistiques, etc., ça... Je le regarde avec un peu d'ironie parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup considéré ça au moment où le numérique ou la mécanisation remplaçaient les ouvriers ou les artisans. Et ben vous faites bien de la ramener parce que c'est à votre tour. Il faut quand même rappeler que, encore une fois, chez ces personnes-là, il y a énormément de gens qui sont des classes moyennes, qui sont même des classes en fait populaires, qui gagnent moins de 15 000 ou 10 000 $ par an. Donc c'est absolument pas uniquement des CSP+. Très loin de là. Vous qui connaissez bien le cinéma, Tom Collin, est-ce que quelque part on n'est pas en train de vivre avec l'IA une révolution comme il y a un siècle, bien quand sûr. Le cinéma parlant a remplacé le cinéma muet et où tous les acteurs qui avaient des voix très laides ont perdu leur job. Oui, et en fait, ce qui se passe effectivement maintenant, c'est que de plus en plus, les contrats vont prévoir que les acteurs soient payés au forfait. Donc, par exemple, vous êtes à un moment donné filmé avec un fond vert et après, ad vitam aeternam, on pourra utiliser ce qu'on avait filmé fut un temps, 10 ou 15 ans plus tard, avec vraiment des petites redevances. Même la voix, dans d'autres projets. Exactement. Donc ça, en fait, ça peut vraiment faire fondre totalement la rémunération de ces gens. Et encore une fois, tout le monde n'est pas Tom Hanks, Marion Cotillard ou qui vous voulez. Et donc, derrière, il y a des gros enjeux d'inégalité salariale. Vous imaginez que on pourra faire une émission de radio sans nous, Philippe ? On enregistrera des mots. Non. On reprendra nos voix. Aucune IA n'aura la créativité pour les blagues de Philippe David. Ça, je n'y crois pas. Tout pourra être remplacé. Non, je vois que Cécile fait la moue, donc j'en ferai pas. On a bien vu aussi ce que c'était dans les médias, la numérisation, Twitter, les grandes plateformes ont fait que la profession de journaliste s'est paupérisée, ça risque de se poursuivre à l'avenir. Je pense que les gens vont devoir retrouver le sens de payer, je pense, pour avoir une information, payer pour avoir des contenus créatifs, parce que sinon, les hommes vont déserter cette profession. Et le problème, c'est toujours en fait le même phénomène, et là ça dépasse largement les acteurs Hollywood en effet, c'est la captation en fait des richesses, des rémunérations par les grandes plateformes, on pourrait dire par le grand capital, même si c'est un terme un peu générique, mais par les très grandes plateformes, les GAFAM, on pourrait dire aujourd'hui, au détriment des travailleurs, des créateurs, quel que soit leur contrat, qu'ils soient freelance, auteurs, compositeurs, etc. Philippe Bilger, ça vous dérange, vous, ces grandes plateformes qui finalement sont un peu tout là? Moi, ne me dérange rien, Cécile, si c'est très bon ce qu'elle propose. Oui. Et donc, je suis par exemple, Netflix, je trouve ça fabuleux. Oui, on peut choisir. Même si derrière l'industrie n'est pas toujours très bienveillante. Mais j'ai l'indignation plus économe que chez Tom. Là, ce qui se passe actuellement dans mes acteurs Hollywood, si j'ose dire, je me les approprie. En fait, maintenant, ils utilisent des plateformes comme Cameo pour pouvoir vendre des vidéos un peu à la con, mais excusez l'expression, d'anniversaire, de choses comme ça, y compris à $15, notamment un des acteurs de la série Walking Dead. Donc c'est quand même assez impressionnant parce qu'effectivement ils n'ont pas assez d'argent, puis derrière eux ils ont leurs propres leurs impôts, leurs factures à payer, etc. C'est ce que je fais avec les chemises de Philippe David. C'est impressionnant comme phénomène. Je les vends sur place, c'est-à-dire que je les donne comme ça. Vous restez avec nous dans un instant. Et plus il y a de tueurs, plus elles se vendent cher. Exactement. Faut pas les laver. Le tour de l'actu de notre ami Michael Sadoun qui est dans un instant. Ne ratons pas les élections européennes. Elles sont cruciales pour l'avenir du pays. Eh bien, vous nous direz pourquoi dans quelques instants. Allez, à tout de suite. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. C'est pas très bien, mais bon, demain vous ferez mieux. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, parce qu'il existe des fausses voix, et ben nous, tout est vrai chez nous, 100% vrai. C'est que vrai. Voilà, il y a des fausses voix, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Ben nous, voilà, ce qui n'est pas le cas. C'est pas notre genre. Nous sommes des vraies voix avec des vraies convictions et on vous accueille avec vos convictions. On est ravis de les partager, en tout cas, avec vous. Dans quelques instants, on reviendra sur un sujet important, le coup de projecteur des vraies voix sur le pessimisme des Français. 74% des Français se disent pessimistes face à l'avenir. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Ce sera le coup de projecteur des vraies voix aux alentours de 18h40. Mais en attendant, la suite du tour de table de l'actu avec l'actu de notre ami Michael Sadoun sur ces européennes à venir qu'il ne faut absolument pas rater. Mais exactement. Françaises, Français, auditeurs de Sud Radio, écoutez-moi. Le 9 juin 2024 auront lieu les élections européennes. Ce sont des élections qui sont déterminantes pour l'avenir de notre pays. Il y a beaucoup de choses qui se décide au niveau européen. On le dit souvent, la part de la législation française qui émane de la législation européenne est importante. Il y a des débats. Jordan Bardella a déjà évoqué le chiffre de 80%. La Commission européenne a démenti. Il y a eu Libération qui a fait aussi du fact-checking derrière ça. Bon, on évalue ça entre
30 et 75%. Désolé pour la fourchette très large, mais c'est une part importante de la législation qui émane donc de l'Europe. À titre d'exemple, dans l'actualité politique, qu'est-ce qu'il y a eu qui émanait de l'Europe ? Le tarif ARENH, qui a détruit EDF et qui a fait payer l'électricité plus cher aux Français cet hiver. Les fusions d'entreprises, on le voit souvent, des contrôles de concentration, etc., qui parfois rendent nos entreprises dépendantes de l'étranger et affaiblissent notre économie nationale. La TVA, dont on a parlé tout à l'heure et qui est encadrée au niveau européen. La politique Covid, qui en a énervé aussi beaucoup, qui a été totalement trustée par l'Union européenne, puisqu'à la base, ça ne faisait pas partie de son scope de compétences. Donc c'est un sujet qui est très important. Il y a aussi évidemment des bonnes choses qui viennent de l'Union européenne, et je ne vais pas les énumérer, Erasmus ou des réglementations sur les banques qui ne peuvent se faire qu'à des niveaux internationaux. Mais simplement dire aux gens, intéressez-vous à l'Union européenne, c'est un sujet compliqué, mais il faut absolument le comprendre un minimum. Il y a des institutions, c'est très simple, il y a le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen, les trois se coordonnent entre eux, et c'est un peu flou d'ailleurs, c'est un peu flou, c'est bien de le rappeler pour ceux qui nous écoutent parce que c'est un peu flou. C'est très simple, en fait le Parlement européen c'est le législatif à l'échelle européenne, mais en fait il a peu de pouvoir d'initiative, donc il est plutôt faible. La Commission européenne c'est une émanation des États membres et c'est l'exécutif, et c'est la Commission européenne qui prend toute l'initiative en général législative, c'est un exécutif très fort. Le Conseil européen, il se décline de plusieurs manières. C'est les ministres des États membres qui se réunissent sur des sujets thématiques pour décliner ce que la Commission a décidé. Donc la présidente de la Commission actuelle, Ursula von der Leyen, n'est pas élue. C'est quelqu'un qui a énormément de pouvoir. Donc il faut que les peuples arrive à s'immiscer enfin dans ces mécanismes européens pour retrouver un peu de souveraineté. Je suis sûr que c'est quelque chose qui peut unir tous les Français. Donc faites attention, le 9 juin 2024, il faut aller voter. Renseignez-vous avant, il va y avoir une campagne qui va se mener. Renseignez-vous sur les programmes, le débat démocratique est essentiel pour décider de l'avenir de votre pays et aussi du vôtre. Philippe Bilger, d'habitude on ne vote pas pour les élections européennes. Là, il y aura 2 années complètes sans scrutin, avec peut-être des envies de se défouler. Est-ce que vous pensez que ça peut inciter les Français, plus évidemment les arguments de Mickaël Sadoun qui sont excellents, pour aller voter? C'est dans l'agenda de tout le monde, là. Les arguments de Mickaël sont très pertinents, ils sont de fond, mais ce que vous venez de dire, Philippe, rajoutera, c'est évident, on a une fringale d'élections, on veut donner notre avis. Mais je suis frappé de voir, vous l'avez très bien dit, Mickaël, à quel point l'esprit européen des origines qui était empli d'espérance est devenu infiniment pessimiste. Grisâtre, je suis d'accord. D'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué pour ne pas faire trop long, mais évidemment, les Français ont été frustrés par une élection présidentielle qui ne s'est pas passée parce qu'on a rejoué le théâtre antifasciste habituel et les gens ont fini par voter pour Macron à contre-cœur, à mon avis, avec derrière des mouvements sociaux qui ont traduit aussi, à mon avis, cette frustration. On n'a pas eu d'élection municipale parce qu'il y avait le Covid. Donc là, c'est le moment. Il y a une élection qui arrive, on va voter. Et qu'est-ce qui se passe, Mickaël ? Vous parlez plus que Tom. Désolé, je m'excuse, j'ai pris... Vous avez un déficit de parole. Moi, c'est très intéressant de rappeler ça. Il faut que les gens aient voté, bien sûr. Mais moi, je trouve quand même Mickaël a beaucoup insisté sur les aspects négatifs. Il y a quand même des aspects positifs, en effet, qu'il a vaguement rappelé sur la fin aussi. Par exemple ? Mais par exemple, la question de la laïcité, la question des droits de l'homme, l'Europe, la protection, sur la protection, non mais justement sur l'équilibre qui est fait entre souveraineté, protection des intérêts nationaux et des libertés fondamentales, et en même temps un certain niveau de droits communs entre les différents États, notamment pour ceux qui sont membres qui ont adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme. Voilà, bon, il y a des éléments intéressants, il y a quand même des garanties. Avec la Turquie et la Russie dedans. Mais il y a quand même des garanties de droit. L'Union européenne. Il y a des garanties de droit qui sont quand même liées. Il y a aussi la charte fondamentale de l'Union européenne. Enfin, on va pas revenir sur l'ensemble des textes, mais l'espace européen est aussi un espace de droit et de garantie. Il y a aussi la libre circulation. Il n'y a pas uniquement la question de l'implantation et du libre-échange. Il y a également la libre circulation des hommes. Et après, il y a l'espace Schengen. Il y a ceux qui sont pas dans l'espace Schengen, etc. Mais bon, il y a quand même cet espace de liberté. Si demain on veut aller en voyage en Italie, si on veut aller en Hongrie, je sais pas, rester quelques jours et ça, on peut le faire de manière facilitée. C'est quand même un espace ouvert et libre. Donc il y a quand même une idée derrière qui est intéressante. Néanmoins, c'est vrai que c'est un espace incomplet à plein de niveaux, notamment il n'y a pas de politique économique commune, etc. Et c'est ça qui est dommage. Philippe Bilger, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste pour l'avenir ? Moi, je suis, à titre personnel, je suis très optimiste, mais je comprends qu'on soit pessimiste pour la France. Mickaël Sadoun ? Optimiste pour les deux, même pour la France, on en parlera. Tom Conan ? Moi, je suis optimiste. Oui, bien sûr, il faut toujours être optimiste, parce que sinon le pire arrivera forcément. Donc moi, je pense vraiment à la stratégie
intellectuelle par rapport à ça. Les prophéties autoréalisatrices. Eh ben, appelez-nous au 0826 300 300. 74% des Français sont pessimistes face à l'avenir. Qu'en pensez-vous? Est-ce que aujourd'hui vous trouvez ça justifié, exagéré, compréhensible, incohérent? Pour l'instant, vous dites justifié à 79% et compréhensible à 16%. 0826 300 300, c'est la belle Aude qui vous attend derrière ce numéro de téléphone et on serait ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. On n'en a pas fini avec nos vraies voix de Sud Radio avec Philippe Bilger qui est toujours avec nous. Ça va Philippe, c'est bon ce petit gâteau que vient de nous offrir Jérôme Laverny? Un creusois. Mais on espère garder notre profondeur. Ah ouais. C'est le creusois. Ah, c'est délicieux. C'est très bon, avec des noix, c'est excellent. Ouais, c'est délicieux. Et puis c'est bon pour le régime surtout. C'est ça qui est bien. C'est sûr, c'est pour ça qu'on en prend. Tom Conan est avec nous, artiste et essayiste et surtout auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Et vous au 0826 300 300 avec notre auditeur du jour, Corentin, qui est avec nous, qui nous appelle de Mourinx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et vous, 0826 300 300, et tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et sommes-nous les champions du monde du pessimisme? D'après un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, réalisé en août, 74% des Français se disent pessimistes face à l'avenir. La France, qui reste un des pays les plus prospères au monde, est le plus pessimiste, visiblement, Philippe. Oui, et même plus que des pays en guerre comme le Niger, l'Irak, ou des pays où il y a beaucoup de pauvreté comme le Bangladesh. Avalez le gâteau, Philippe. Alors, non, mais j'ai avalé, mais c'est... Il y a encore un fond de la gorge. T'as encore un petit bout là. Alors, est-ce que pour vous, les Français sont des enfants gâtés qui ne sont pas conscients de leur bonheur? Ou est-ce qu'ils ont vraiment raison d'être aussi pessimistes avec les émeutes, avec l'inflation, avec le système de santé, avec l'éducation? Dans tous les cas de figure, on attend vos appels. Que vous soyez hyper optimiste ou hyper pessimiste au 0826 300 300. Et justement, est-ce que vous trouvez ça justifié, ces 74% des Français qui sont pessimistes? Vous dites justifié à 79%, exagéré, enfin vous pensez qu'ils exagèrent à 4%, compréhensible à 16% et incohérent à 1%. 0826 300 300. Catherine Testa est avec nous. Bonsoir. 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 Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes autrice de Oser l'optimisme, publié chez Michel Lafon. On va revenir avec vous dans quelques instants. Rien que le titre nous donne envie. Philippe Bilger, ce côté pessimiste des Français, on a l'impression qu'à chaque rentrée, ça y est, et on remet le couvercle du pessimisme. Ma chère Cécile, je dois être très français alors. Et sûrement, d'abord, j'indiquais tout à l'heure que dans ma vie personnelle, enfin, j'espère être optimiste. Je veux dire, dès l'instant où on a la possibilité d'une action, à titre personnel, on ne peut pas être pessimiste. En revanche, je comprends les Français, quel que soit leur âge, qui considèrent que le sort de leur pays leur inspire de l'inquiétude, parce que si on veut regarder le temps long, on ne peut pas soutenir tout de même que ce qui structurait de manière remarquable la France il y a des années sur le plan institutionnel, des services publics, de la qualité de vie, du vivre ensemble, de la sociabilité, se soit amélioré. Et je doute, et malgré mon tempérament réactionnaire, que en réalité on puisse revenir le dessus, ou alors il faudrait un pouvoir politique d'un infini courage, et ça on a le droit de rêver, mais tout de même pas au point de devenir un imbécile. Moi, je pense que l'un des problèmes justement, c'est que la France est obsédée par la politique. Tout est politique, tout est politisé, etc. Moi, depuis que je suis môme, je ne vois que ça, je ne ressens que ça. Et après, quand on est dans cette culture-là, en effet, on le développe, on vit avec. Après, on peut trouver ça intéressant éventuellement, mais sauf que toute la journée, ça peut être pénible, notamment tout simplement par le fait que ça met à distance en fait les possibilités d'action que vous pouvez avoir pour vous-même. Si vous considérez, et c'est quand même un réflexe, je trouve effectivement assez français, même si il y a d'autres pays sans doute qui pratiquent la même chose, mais si vous considérez qu'effectivement chacune de vos actions est déterminée par l'autre, on pourrait dire alors, l'État, tel mécanisme, telle situation, tel problème, etc. Effectivement, vous ne pouvez pas avancer, vous vous sentez bloqué et empêtré, notamment sur la question quand même assez essentielle de l'échelle sociale, de personnes qui veulent un peu s'arracher leurs conditions, qui veulent faire des projets, qui veulent s'améliorer, qui veulent progresser. Je pense que c'est le souhait de la plupart des gens. Ça, c'est à mon avis le vrai problème. Michael Sadoun.
Moi, je trouve ça très intéressant ce qui a été dit par Tom, mais je pense au contraire que Vous avez bien entendu. Les Français parfois souffrent peut-être au contraire d'un manque de politique, non pas au sens où on ne fait plus de politique, mais au sens où les hommes politiques ne possèdent plus la capacité d'action, et donc ils ont l'impression de voter pour des gens qui n'ont pas réellement la capacité d'agir sur leur vie. Après, je pense qu'il y a un mouvement général, le vent de la modernité, je dirais, ne souffle pas dans le sens de la France. La France est plutôt un pays républicain, socialiste, or la modernité est plutôt libérale. La France est un pays, Tom le disait, passionné par la politique, or la modernité aime bien l'économisme, considérer que l'individu est un portefeuille, ce n'est pas nos conceptions des choses. Et puis si je voulais en ajouter, je dirais que la France aime bien la grandeur et que la modernité aime bien la petitesse. Mais je pense qu'il y a quand même des raisons d'espérer. Je pense que la France se redresse sur plein d'aspects, sur l'aspect économique. Je pense que nous avons une bonne natalité par rapport à beaucoup d'autres pays européens, même si les indicateurs sont en train de passer dans le rouge en ce moment, mais il y a des raisons d'espérer. Et puis surtout, le vent de la modernité est en train de tourner. Le politique est en train de retrouver de l'importance. Les empires reviennent sur la scène internationale et je pense que nous sortons peu à peu du monde des banquiers et des petits hommes gris et que nous revenons dans une ère où il faudra de la grandeur et du politique. Et dans ce monde-là, la France a toute sa part à jouer. Et bon, on va essayer de reprendre de la couleur avec Catherine Testa. Et quand on regarde le sondage Catherine Testa, on se rend compte que les plus pessimistes sont les cinquantenaires, entre 50 et 54 ans, et les jeunes plutôt optimistes. Est-ce que forcément c'est ça depuis des décennies, parce qu'on voit que la fin de la route est proche, qu'on est pessimiste? Alors je dirais pas ça comme ça, mais c'est une question aussi de perdre l'enthousiasme. Peut-être que quand on est plus jeune, on a plus d'enthousiasme de l'action. On a peut-être été parfois un peu moins confronté à l'échec que quand on a essayé de mener des projets et quand finalement on a été déçu. Donc in fine, ça finit par se par se dissiper, mais par contre l'optimisme, en fait, sans faire d'injonction à l'optimisme, parce que le pessimisme est important justement pour envisager les dangers potentiels, l'optimisme c'est le prérequis à toute action. Donc c'est-à-dire qu'on a envie d'entreprendre, qu'on a envie de changer de vie, qu'on ait envie de rentrer sur un court de tennis, on fait le pari de l'optimisme. Et donc on a besoin tout au long de notre vie d'optimisme. Et c'est vrai qu'il est parfois un peu malmené quand on regarde l'actualité. Notre cerveau aussi n'est pas câblé pour ça, il n'est pas câblé pour nous rappeler à l'enthousiasme, mais plutôt pour nous permettre de survivre. Donc c'est pas quelque chose de naturel, en tout cas dans notre culture française, d'oser parler d'optimisme. Et moi je pense que concrètement la France est aussi un pays très conservateur, mais pas seulement au sens politique. C'est-à-dire que par exemple le truc qu'on rencontre absolument tout le temps en France, par exemple vous commencez à avoir un projet quelconque dans un domaine, je sais pas, la musique, les livres, la cuisine, n'importe quoi, immédiatement on va vous ramener à votre diplôme, votre expérience, que vous avez fait, est-ce que vous êtes légitime pour le faire, etc. Ça change. Éventuellement d'où vous venez, est-ce que vous avez peut-être l'apparence qui va avec, le style, est-ce que vous êtes raccord ou pas raccord. Il y a même des choses très simples, par exemple, vous savez, le concours de l'ENA, l'ENA qui a été supprimé mais qui a repris une nouvelle forme. Il y avait même un rapport, je crois, il y a pas très longtemps, d'une présidente du jury qui disait oui, tout le monde a les mêmes costards, des costards gris. Elle regrettait une forme de conformisme des candidats. C'est vous dire jusqu'où ça va quand même. D'ailleurs, pourtant chez des gens qui ont 20 ans ou 25 ans. Donc en réalité, c'est quelque chose d'assez général. Et effectivement, aujourd'hui, vous êtes demain quelqu'un qui vient, j'en sais rien, du fin fond de la Normandie, vous dites voilà, moi je veux devenir rappeur, je veux devenir, je sais pas, entrepreneur, grand écrivain, journaliste, ce que vous voulez, on va vous regarder de haut. On va vous dire, mais attends, d'où tu viens, t'as les diplômes, est-ce que t'as la légitimité, t'as peut-être pas la tenue, l'argent, les contacts, etc., etc. Et ça, effectivement, c'est peut-être pas spécifiquement français, mais c'est très dominant, très présent en France. Et c'est même parfois très pesant. Philippe Bilger, élevé le bras, historien et sociologue, disait que la France va plutôt bien par comparaison à ce qui se passe autour de nous. Et pourtant, on est très pessimiste. Ça peut être une forme de sagesse que de se comparer, évidemment. Mais si vous le permettez, Cécile, je rejoins ce qu'a dit notre invité. Catherine Testa. Au fond, à tort ou à raison, je considère que celui qui n'est pas pessimiste n'est pas lucide aujourd'hui au regard de l'état de la France et du monde, mais qu'au fond, le pessimisme ne devient dangereux que lorsqu'il se sépare de la possibilité de l'action. Ça ne veut pas dire qu'on est désespéré. Et j'aimerais savoir ce qu'en pense notre invité. Catherine Testa.
Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut faire le constat d'une réalité, mais derrière, soit on accepte cette réalité sans rien faire, soit on se dit ok, je vais essayer d'agir. Vous évoquiez tout à l'heure justement la Normandie, quand on vient de Normandie, je viens de Normandie, on a quelques exemples, voilà, illustres aussi de rappeurs, on peut évoquer Orelsan, et en fait, effectivement, on part pas avec les mêmes métriques, mais derrière, aujourd'hui, on est dans une société qui est quand même très différente. On a un accès à Internet, on a des entrepreneurs qui naissent aussi un peu partout. On a, vous voyez, notre société est en train de se révolutionner. Aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis. Aux États-Unis, vous faites un pauvre machin, tout le monde vous crie au génie, alors que vous n'avez quasiment rien fait. Et entre cette culture américaine de allez, vas-y, tout est possible, alors que c'est pas forcément vrai, comme vous l'évoquez, et notre culture française de attention, tu ne vas pas réussir. Il faut savoir que les optimistes, en fait, osent beaucoup plus. Ils prennent un constat, ils le transforment, ils se transforment pour s'adapter aussi, pour être en mouvement. Et les optimistes qui ont des coups de blues, qui ont une vie qui n'est pas linéaire, évidemment, ont une capacité de rebond, mais on nous apprend pas ça parce que on a peur de l'échec. On a tout ça en France encore qui est très ancré, la peur du regard de l'autre, du statut social. Et ça, va falloir le déconstruire très vite. Mickaël Sadoun veut réagir. Oh là là, la déconstruction. Bon, alors pour la déconstruction, c'est non, mais par contre, pour ce qui est du constat des États-Unis, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pas un grand fan des États-Unis d'Amérique, mais s'ils ont bien une qualité, c'est l'optimisme, la positivité, le sens de l'action. Vous savez, c'est un peu, on parlait de Gump, le chien tout à l'heure, mais en fait, la métaphore des États-Unis, c'est un peu Forrest Gump. L'échec est une chance. Même dans la simplicité, on avance, et puis ça s'éclaircira dans la vallée. Moi, je trouve que c'est peut-être une pensée qui est pas mal. Après, je pense qu'il ne faut pas exagérer avec la France, puisque les sondages montrent qu'à l'échelle individuelle, les Français sont plutôt optimistes pour eux-mêmes. Pour ce qui les concerne. Exactement. Ouais. C'est juste qu'à l'échelle collective, ils sont plus pessimistes. Oui, mais on retient toujours le mauvais du Bien sûr, bon. mais parce qu'il y a quand même un déclin relatif de la France, ça il faut l'entendre. Elle a été une immense puissance, elle l'est moins aujourd'hui. Bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de leviers d'action. On part au 0826 300 300 avec notre auditeur du jour, Corentin de Mourinx. Et quand on habite le Béarn, on ne peut être qu'optimiste, Corentin. Ah oui. C'est donc que ça carbure bien pour vous. Beau jeu de mots. Alors, optimiste ? Oui, moi je suis optimiste. Je pense que l'avenir va s'arranger. Après, il faut se donner les moyens et que nos hommes politiques, comme ça a été dit, aient le courage de faire ce qu'il faut, qui écoutent le peuple aussi, parce qu'on a l'impression que des fois on n'est pas écouté. Mais bon, ça c'est un autre sujet, je pense. Oui. Non, parce que le fait de ne pas être écouté, c'est peut-être se dire que ça peut pas avancer, parce que si on ne nous écoute pas, c'est là que le pessimisme. Oui, c'est ça. C'est ça. Disons que je pense pas qu'ils nous écoutent pas. Je pense qu'ils sont peut-être aussi bloqués un peu plus haut au niveau de l'Europe, par exemple. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Enfin, ils peuvent pas faire ce que l'on demande. Il y a des règles, et je pense que oui, il faut revoir tout ça. Mais non, je pense que dans l'ensemble, on peut être optimiste, et que c'est exagéré clairement le fait que les Français soient pessimistes. Non, parce que s'ils étaient râleurs, oui, mais pessimistes, non. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais s'ils avaient été pessimistes, je pense pas qu'ils seraient partis en vacances cet été. Certes, ils ont fait des concessions, mais je pense pas qu'ils seraient partis en vacances. Voilà. Et Tom, moi, je pense que le paradoxe aussi qui est un peu mortifère, c'est qu'à la fois on est dans un pays où l'État est très jacobin, très vertical, veut tout contrôler, créer des statuts, voilà, je sais pas, le cinéma sera financé comme ça, la culture fonctionnera comme ça, l'économie sera régencée comme ça, etc. Et la décentralisation avec les deux actes qui ont existé n'ont pas vraiment modifié cette culture-là qui est toujours extrêmement forte, où le pouvoir il est toujours à Bercy, à l'Élysée, etc., etc. Donc il y a ça d'un côté, et dans le même temps, en effet, comme disait un peu Mickaël aussi tout à l'heure, il y a une forme d'impuissance parce que on est un État en effet qui est en concurrence avec des régions beaucoup plus importantes en taille et en influence, et donc il y a une sorte de paradoxe. On veut tout contrôler, on pourrait dire comme à l'époque de l'Ancien Régime, ou même disons dans les années 80 où la France était encore beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui, et en même temps on n'a pas les moyens de le faire. Catherine Testa, est-ce que finalement on est plus pessimiste en urbain, périurbain qu'en ruralité ? Est-ce que la géographie... Alors ça, c'est pas forcément démontré, ça va parfois dépendre des sondages, on va pas... Voilà. Ceci étant dit, il y a un sujet qui n'a pas été évoqué, c'est probablement la notion de confiance. Oui.
C'est-à-dire, est-ce qu'on a confiance à la fois dans notre État, dans nos politiques aussi, pour savoir s'adapter et aussi quelle quantité d'informations on va ingurgiter. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui sont vertueuses dans la mesure où on se dit on va pouvoir un impact, et il y a celles où on a un sentiment total d'impuissance, et c'est là que notre optimisme s'effrite, parce qu'on a peur de ne pas être capable d'être acteur, et donc on se sent démuni, et finalement il y a une grande corrélation aussi entre pessimisme et se sentir démuni qu'il faut pas obstruer. Et puis ça dépend aussi de nos métiers, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain et autres. C'est pas seulement, il y a deux niveaux d'optimisme. Philippe Bilger, vous voulez réagir ? À votre avis, est-ce que l'une des raisons du pessimisme, ça n'est pas vous l'évoquez, je crois, la défiance à l'égard du politique? Alors, ça serait réducteur peut-être de ne rapporter ça que à cette thématique-là, mais ça en fait partie, effectivement. Ça en fait partie, mais il y a aussi quelles sont nos attentes. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que des pays en guerre semblent plus optimistes que nous. C'est aussi quel est le niveau d'attente qu'on va pouvoir espérer. Donc finalement, on peut se dire qu'être pessimiste, c'est aussi vertueux. Ça veut dire qu'on attend quelque chose, mais l'enjeu, c'est de ne pas rester inactif en soi. C'est facile aussi en permanence, de se dire, alors, je ne peux rien faire, je me sens démuni. Ok, et qu'est-ce que je peux faire juste à mon échelle avec mon système familial? Vous voyez, aussi de se réapproprier ça. Qu'est-ce que je peux faire dans ma ville? Qu'est-ce que je peux faire, dans mon environnement proche? Moi, je pense que c'est un point qui est difficile aussi, c'est qu'il y a aussi un manque d'une forme de spiritualité. Michael même l'a évoqué tout à l'heure, je crois. Et quand on dit spiritualité, il ne faut pas penser religion forcément. On peut avoir une forme de spiritualité parfaitement immanente, horizontale, si j'ose dire. Et ça, c'est quelque chose qui peut donner justement cette espèce de foi dans un sens laïque. La spiritualité et du politique. Je redis aux gens, votez, engagez-vous, agissez. Chacun peut, à son échelle, créer du changement, que ce soit à l'échelle du pays, dans l'échelle de votre commune, dans votre famille, autour de chez vous. S'engager, c'est important. Ayez foi en la maison Sud Radio. Merci beaucoup. La Catherine grande prêtresse s'est exprimée. Merci d'avoir été avec nous, et profitez-en pour ce livre chez Albin Michel, chez Michel Lafon, pardon. Décidément, osez l'optimisme. J'adore ce truc. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, avec Jérôme Laverny, quand on aura fini son gâteau, il sera avec nous. On parlera emploi on fera une espèce de petit bilan de ce qui s'est passé cet été. On ira chez des commerçants, on ira chez des parcs d'attractions, on ira chez des hôteliers, voir si la saison a été bonne. Et c'est dans un instant. Et merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Tom Conal, merci beaucoup Michael Sadoun. Et on vous retrouve avec nos vraies voix à partir de 17h. En attendant, dans un instant, avec Jérôme Laverny, notre expert.